lesquels il n'y a pas du tout besoin de respecter les droits du travail, les salaires, etc. Donc, c'est comme l'a dit quelqu'un, c'est pire que du travail au noir, c'est carrément du travail clandestin, qui le met dans une situation encore plus fragile. Ensuite, sur les... Donc des solutions ont été proposées, évidemment aussi, c'est de soit effectivement changer les droits, c'est-à-dire que les droits des réfugiés soient les mêmes que les droits de tous les travailleurs. Ça, c'est une proposition qui a été faite. D'autres propositions, ça a été de dire, de construire des solidarités fortes avec des réseaux d'autogestion, mais qui se trouveraient, disons, un peu en parallèle avec les situations légales. Donc, c'est aussi ça pose aussi la question, disons, de la solidarité qui effectivement est nécessaire, extrêmement utile, tout au moins dans l'urgence, mais comme l'a souligné aussi, quand même quelqu'un, c'est que ces systèmes de solidarité qui se sont construits dans nos pays, ce sont aussi des moyens pour l'État de se défausser de ses véritables obligations. Hein, il y a plein d'autres exemples, hein, évidemment. Il y a les Restos du Cœur, par exemple, hein, qui sont certes des actes généreux extrêmement valables, mais qui quand même se substituent aux obligations de l'État, hein, le Téléthon aussi, par exemple, hein, par rapport à la recherche médicale. Donc ça pose quand même aussi, c'est un problème un petit peu de choix politique aussi. Donc on a insisté quand même sur la nécessité justement de changement de politique, et notamment dans cette période électorale où on nous bassine beaucoup avec les présidentielles, les primaires, etc. Mais où on oublie un petit peu que ce sont quand même les députés qui font les lois, et que donc derrière les présidentielles, il y a les élections législatives qui sont peut-être un peu plus importantes. Il y avait aussi, ce qui est arrivé en débat aussi, c'est la différence que certains veulent faire entre migrants et réfugiés. On a eu un petit débat là-dessus. Certains ont parlé on dit que bon, après tout le monde, ils sont tous des migrants, mais d'autres ont dit, mais il y a quand même une différence, parce que il y a des migrants qui sont très riches, qui vont travailler dans un autre pays ou qui vont y séjourner pour leurs intérêts personnels, mais les réfugiés, en général, nous, c'est un débat qu'on a eu dans la Vallée de la Roya déjà, où on a dit, pour nous, tous ceux qui arrivent, ce sont des réfugiés, parce qu'ils n'ont pas fait le choix forcément de partir de leur pays, ils l'ont fait contraint et forcé, pour des raisons de dictature, des causes de guerre, des causes économiques, des causes climatiques, mais ce n'était pas vraiment, ils n'avaient pas vraiment le choix, et que donc ils sont dans cette situation. Pour nous, ce sont tous des réfugiés. Voilà, donc on a parlé aussi du rôle de l'Union européenne, notamment dernièrement la question des accords de Malte, qui vise en fait à maintenir les réfugiés dans des pays limitrophes des zones de guerre, mais qui sont parfois des zones tout aussi dangereuses. Hein, je prends l'exemple de la Libye, qui est un pays de non-droit complet, où ceux qui ont pu voir des réfugiés qui ont traversé la Libye, eh bien, ce sont des récits abominables, hein, de viols, torture, prise d'otages, etc., pour exiger par exemple que la famille renvoie de l'argent. Et la traversée de la Libye est parfois encore plus dramatique pour eux que la traversée de la Méditerranée, donc je pense que tout le monde a bien sûr entendu parler. Voilà. On devait aborder un troisième point justement, qui était la situation dans les pays d'Afrique. Ça n'a pas été énormément abordé, on n'a pas eu le temps. Mais je pense que c'est quelque chose dont il faut parler, parce que les pays occidentaux ont quand même une grande part de responsabilité dans la situation de quasiment tous les pays d'Afrique, parce que ce sont quand même, tous ces pays sont des anciennes colonies, et les séparations, les États ont été construits en traçant des grands traits à la règle sur une carte, sans tenir compte ni des différentes ethnies, des populations qui y habitaient, etc. On a brassé les populations un peu n'importe comment. Si on remonte plus en arrière, il y a eu les traces quand même de l'esclavage, où pour aller chercher des esclaves, on utilisait
des tribus en leur fournissant des armes pour aller chercher des esclaves auprès d'autres peuplades. Donc tout ça, ça a bien sûr laissé des traces parce que ça n'a quand même que quelques siècles. Et on sait que bon, l'histoire, ça joue un grand rôle quand même dans la vie des peuples. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans une situation de néocolonialisme où les multinationales ou les États occidentaux font et défont les gouvernements des pays d'Afrique en fonction de leurs intérêts. Hein, il y en a plein d'exemples. Nous, on en a un exemple très net. C'est par exemple la Côte d'Ivoire, hein, où il y a eu une guerre civile parce que il y avait un chef d'État qui s'appelait Gbagbo, qui a été remplacé par Ouattara. Et d'après, moi j'ai discuté avec quelques réfugiés qui venaient de par là-bas, qui m'expliquaient qu'en fait, Gbagbo, il voulait augmenter le prix du cacao. Et évidemment, ça n'a pas plu à certaines multinationales ou à certains États, et notamment à l'État français, et que donc, il fallait le remplacer par un autre. Donc voilà, tout ça a conduit à une guerre civile. Et puis, un peu partout, il y a ces problèmes qui se posent, que ce soit pour le pétrole ou d'autres matières premières. Eh bien, on défait des gouvernements, on cause des conflits, de manière à affaiblir les États. Quand un État est plus faible, c'est plus facile d'imposer le prix qu'on veut lui imposer. Voilà, je pense que tout ça, ça serait aussi intéressant d'avoir un débat là-dessus. Mais on n'a pas trop eu le temps d'en discuter. Moi, je ne suis pas trop spécialiste de ça. Non, mais c'est dans la conférence après. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Marie-Christine Vergiat, qui est députée européenne, qui nous a rejoints. Donc je pense qu'elle pourra nous donner pas mal d'informations sur tous ces points-là, parce qu'ils sont vraiment au cœur de la problématique qu'on a aujourd'hui. Et Philippe de Botton, qui était là quand même tout à l'heure. Oui, il était là. Philippe de Botton, il est là. Il était là tout à l'heure, je l'ai vu. Là, Non, mais il est là, il est là. Très bien. Vous avez l'idée de permettre des prises des questions pendant un quart d'heure là? Non, on arrête. Ok. Donc la conférence, il y a un beau programme qui est à 20h30 avec tout un tas de gens très prestigieux, d'intervenants très prestigieux. Il y a un truc aussi quand même, il y a une liste là, une mailing list qui traîne. Nous on n'a pas fait. Ah voilà, vous savez quoi en faire. Il faut que quelqu'un, il n'y a pas des gens de l'organisation qui vont se mettre à bosser là-dessus, donc si vous avez décidé d'en faire quelque chose, il faut le faire. Donc le rendez-vous c'est à 20h30 pour la conférence. La conférence, c'est ce qui est. Et c'est le programme qui est ici. D'accord. Ah, d'accord. Monsieur Maître Ziaouloumi ne sera pas là pour commenter le verdict. Par contre, on aura Mireille Damiano qui pourra commenter le verdict. Et puis on aura Cédric Héroux. Qui sera présente à la situation géographique de la voyage?